Bien le bonjour, Manuel, comment vas-tu? Très bien, toi? Excellent. Bon, aujourd'hui, on ne fera pas un super webinaire ultra intellectuel qu'on part dans toutes les directions comme on a eu tendance à faire dernièrement. On a un sujet très précis aujourd'hui, en fait, pour ta venue en France, dont je suis très fier. Enfin, après 4 ans de torture, d'incitation, d'attractif, etc. Ça l'a tout pris et te voilà enfin. Donc, je crois que tu as déjà une bonne idée de ce que tu as envie de partager avec les gens aujourd'hui. Il n'y a personne de mieux pour représenter le sujet que toi-même. Tu es mon expert dans le domaine, donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, premièrement, et un peu parler de ton plan, quoi, ton plan d'attaque pour la France. En fait, j'ai passé 1 heure à prendre des notes tantôt pour structurer le tout et pas que ça parte dans des directions qui sont peut-être futiles. Donc, ça va être très, très, très structuré. Première chose que je veux faire, c'est me présenter. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, Manuel Constant. Je vais faire ça de façon concise, là. On n'ira pas dans les détails futiles, justement. J'ai un ancien parcours professionnel en tant que coach sportif. J'ai fait ça pendant 12 ans. Donc, la base de mes études était en anatomie, en physiologie, surtout. Ces deux-là, physiologie de l'exercice, mais aussi physiologie réellement à un point où c'est microcellulaire, là. Et puis à ça, s'est ajouté de la nutrition et de la biomécanique. Donc, c'était très, très, très matériel, le plan très physique de l'humain. Un jour, après une dizaine d'années de coaching sportif, j'ai continué à faire ça, donc pendant 12 ans au total, mais je trouvais que j'avais fait le tour un petit peu de l'humain sur le plan physique. Donc oui, on peut faire un postdoc dans tous ces champs-là, mais donc ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule, ça ne me servait plus vraiment dans mes consultations avec les clients. Donc, je me suis permis, en fait, de prendre du temps pour moi, pour étudier des aspects de l'humain qui me parlaient depuis toujours, puis que je n'avais jamais pris le temps d'étudier. Donc, on parle de communication interpersonnelle, mais beaucoup de psychologie, beaucoup de psychométrie, qui est l'approche des traits de personnalité, d'analyse comportementale. Et puis, à un moment donné, sur le tard, je suis tombé sur la synergologie, qui est l'analyse professionnelle du langage corporel, donc vraiment du body language. Ça, je suis tombé dans la potion, comme on dit. J'ai fait un parcours académique de 3 ans. Puis, à partir de là, ben, j'ai créé une compagnie qui s'appelle Synergo, qui en fait, vous allez comprendre plus tard, là, mais ça offre, nous, on offre des conférences et des formations sur le non-verbal tout court. Puis, ce que j'aimerais dire, c'est que depuis ma certification en synergologie, moi, j'arrête pas d'étudier. Donc, il y a toujours, toujours des formations continues pour moi dans tous ces domaines-là, qui sont les plans moins tangibles de l'humain, pour comprendre, en fait, le comportement des individus, du genre humain et de l'individu qu'il y a devant moi. Euh, donc, ça fait 6 ans que Synergo existe et que j'offre des formations pour différents professionnels sur le langage non verbal. Et si, en fait, vous avez deux choses à retenir de moi, deux choses que moi, j'aimerais que vous reteniez de moi, c'est que je me documente à l'infini sur le sujet du langage corporel et tout ce qui gravite alentour. Euh, la façon de me documenter est très diverse, que ce soit des veilles scientifiques ou des formations continues ou des études autodidactes, peu importe. Moi, je ne juge jamais la source des notions que j'apprends. Parce que ce que je fais ensuite, et c'est ce qui est très important, c'est que je teste ça en zone terrain. Puis je ne me satisfais pas de tester, je teste, reteste et re-reteste pendant des mois, des années. Et lorsque je considère qu'un concept, qu'une notion fonctionne très bien, parce que ce n'est pas des mathématiques non plus, c'est jamais du 100%, mais lorsque je trouve que la tendance est très forte et qu'on peut s'en servir, c'est ça que j'enseigne. Donc, je vous épargne en fait les 30 ans de folie que moi j'ai eu à étudier ça pour vous permettre d'avoir un raccourci qui est très pragmatique. Donc, de quoi on peut se servir dans le non-verbal qui va nous faire obtenir des gains concrets, peu importe le champ d'études qu'on a. Donc, ça, c'était pour ma présentation. J'aimerais, Nicolas, si tu le permets, présenter le plan de cours. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Ouais, ben, je veux juste rajouter, ben, je suis coach moi aussi à la base. Donc, ouais, 30 ans, ben, ben, son côté captivé par le corps humain, par l'humain, parce que ça fait quand même longtemps que, ouais, c'est ça, que tu étais coach aussi. Donc, autrement dit, qu'on traite avec des humains. Euh, Puis moi, c'est pareil. Je trouve que les meilleurs dans leur domaine finissent par tomber dans le système émotionnel puis tomber dans la relation humaine, en fait. Euh, Parce que dans le coaching, ben, que ce soit en affaires, hein, Cédric, c'est un homme d'affaires, il est dans l'immobilier, ou peu importe, ça reste qu'on doit convaincre un client de ses besoins, mais avant de le convaincre pour acheter,
On doit comprendre ses besoins. Donc, on a besoin de voir ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Et ensuite, s'adapter si on dit quelque chose qui est mal perçu, mal interprété ou tout simplement qui est mauvaise, on peut dire. Il faut savoir se revirer sur un dissous, comme on dit au Québec, très, très, très rapidement, c'est-à-dire changer de discours, de stratégie en essayant. En fait, c'est à nous de mieux comprendre la personne qui est devant nous. Hein. C'est notre travail en tant que professionnel d'apporter une solution à la personne, mais c'est nous, au final, qui doit répondre aux besoins de la personne. Elle cogne à notre porte parce qu'elle a un besoin précis. Nous, on doit lui répondre. Et pour répondre à son besoin, il faut comprendre son besoin. Et c'est pas tout le monde qui est doué à exprimer, qui savent exactement ce qu'ils veulent, puis des fois, ils l'apprennent en le disant, puis des fois, ils savent même pas, puis c'est nous qui les guident là-dedans, dans le processus un peu de découverte de ce qu'ils veulent. Hein. Exemple, c'est facile de dire je vais acheter une maison. OK, mais il y a tellement de modèles de maisons, comment tu veux, comment l'intérieur, la décoration, etc. Donc, je vais juste faire cette parenthèse-là parce que c'est important. Puis j'ai fini, je suis tombé dans le bain moi aussi au final là-dedans parce que j'ai réalisé avec les formations manuelles que j'ai fait ces deux premiers niveaux, que ça a changé vraiment ma façon de communiquer avec les gens. Puis j'avais place à amélioration pas mal. Il y avait beaucoup d'espace à amélioration, autrement dit, même si je travaillais avec le public, ça faisait longtemps. Donc voilà. Donc, merci Manuel pour cela. Donc je te laisse parler du plan de cours. Merci, Nick. Et puis, je viens de voir, en fait, Cédric qui s'interrogeait sur le terme 30 ans que j'ai utilisé. De là, peut-être ton intervention. Donc, Oui, ça oui. semble bizarre parce que j'ai 42 ans. Donc, oui, ça fait 10 ans que je suis très, très, très plongé de façon professionnelle sur ces sujets-là. Mais ce que j'ai pas dit, parce que je trouvais ça un peu futile, puis je voulais sauver du temps, mais en fait, on passera pas à côté, c'est que j'étais vraiment très jeune quand je m'interrogeais sur le comportement humain. Je me souviens très bien, j'avais en fait 7 ans à l'école élémentaire où j'avais un petit camarade de classe que je pensais avoir bien cerné, comme tout le monde d'ailleurs. Donc, on se fait des algorithmes comportementaux des gens. Puis mon petit camarade, à l'âge de 7 ans, a dit une connerie pas possible en classe. Puis ça m'a jeté par terre. Je me demandais dans ma tête vraiment, là, à 7 ans, comment ça se fait que j'ai pas vu ça venir? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'éléments de réponse alentour de nous, qu'on ne nous enseigne pas? Comment ça se fait qu'un individu sort de son comportement type, si on veut? Donc, à partir de là, j'ai développé, en fait, j'avais déjà à la base un profil qui est très, très, très observateur. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les interactions humaines à la loupe depuis cet âge-là, depuis que j'ai 7 ans. C'est juste qu'à 7 ans, on ne parle pas de psychologie, on ne sait même pas c'est quoi ce mot-là. Puis de toute manière, à l'école élémentaire, on n'est pas censé parler de psychologie, on est censé jouer au hockey cosum ou au basketball dans la cour. Personne ne veut entendre parler de ça. Donc, j'ai appris à faire ça de façon autodidacte sans en parler. Donc, c'est pour ça que je dis 30 ans, parce que ce sujet-là m'intéresse et je l'étudie de façon expérimentative dans ma vie de tous les jours depuis que je suis tout jeune. Donc, voilà. Donc, le fait que les gens se touchent à peine le visage comme ça, moi-même, j'y échappe pas, donc personne n'y échappe en fait. Personne n'échappe au langage corporel. Il n'y a pas de bons et de mauvais mouvements. Il n'y a pas de gens qui contrôlent son langage corporel. Ce sont tous des gestes, des postures et des micro-expressions qu'on utilise à outrance sans que notre corps consulte notre cerveau avant de les émettre. Donc, ça concerne tout le monde, y compris nous. Euh, donc, ça, il faut savoir ça. Puis, ça sert juste à comprendre les gens. Il n'y a pas de bon et de mauvais gestes. C'est juste de comprendre quand quelqu'un ne dit pas quelque chose qui l'irrite, qui le dérange, qui le déplaît. Ben, en contexte d'affaires, puis de toute manière, en contexte personnel aussi, c'est des informations très intéressantes. Nicolas? Ouais, ouais, c'est drôle parce que justement, le fait d'essayer de retenir en fait des micro-démangeaisons, ça a l'air quand même quasiment plus louche au final. Il faut quelqu'un qui se retient pour pas. Ses yeux vont changer, vont grandir. Tu sais, c'est comme une envie quelconque dans le corps humain. C'est une micro-démangeaison, c'est une démangeaison. Là, comme avoir envie d'aller à la toilette. Tu sais, si tu te retiens, ça paraît. Là, il y a des signes qui vont apparaître. Ça va être pire, on dirait. Là. Donc, ça ne dira pas Et c'est quoi puis, je qui se vois passe, mais que tu vois qu'il y a un stress qui s'accumule dans le corps de la personne. Là. Tu vois qu'il y a un mal-être général qui s'installe. Je vois que Cédric a posé la question, en fait, sur le contrôle du body language dans le chat, puis on va y revenir dans la question, dans la période de questions-réponses, parce que je pourrais partir là, mais on va cadrer un petit peu ça. Mais oui, c'est une question très intéressante. Vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. C'est impossible. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est comme si vous vous achetez une paire de lunettes et puis que vous aviez un paquet d'informations que vous n'aviez pas avant. Vous ne pouvez pas enlever cette paire de lunettes-là. Vous voyez des informations, point. C'est pas forçant.
C'est pas exigeant, c'est pas demandant, ça se fait tout seul au même titre qu'apprendre une seconde langue. Quand quelqu'un parle, par exemple, anglais, si vous comprenez l'anglais, mais vous n'avez pas à vous forcer pour le comprendre, ça entre dans une oreille, ça se traduit dans le cerveau, puis vous comprenez immédiatement. C'est la même chose avec le langage corporel. Je vais vous parler un petit peu de la pédagogie rapidement. La pédagogie, c'est ce qui fait la force de cette formation-là. Donc, c'est tout ce qui englobe le fait que je veux que les gens sortent avec des gains concrets. Je veux que les gens puissent s'en servir. En fait, je dis toujours, je ne transmets pas des connaissances, je forge des compétences. Je veux que les gens, c'est pas une dépense, là, c'est un investissement. Puis après les 5 jours, vous pouvez vous en servir dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie et obtenir des gains concrets. Donc là, on parle d'un investissement. Et pour ça, ça prend une pédagogie. Voici ce qui englobe un peu la pédagogie de cette formation-là. D'abord, du matériel pédagogique de très grande qualité. Vous allez recevoir 3 livres, en fait. 3 livres avec des sections, toutes les sections qu'on englobera en couleur, avec des sections de prise de notes aussi dedans, qui est en fait une synthèse de ce que vous allez apprendre de façon verbale. Donc, ceux qui n'aiment pas prendre des notes, vous n'êtes pas obligé d'en prendre parce qu'il y a déjà une synthèse dans le cahier. Ceux qui aiment prendre des notes, bien, il y a déjà des sections de prise de notes dans chaque module. Donc, c'est très facile à se repérer. Vous allez aussi obtenir, en plus des 3 cahiers de cours, des outils physiques. Dans les outils physiques, il y en a des statiques. Donc, que vous pourrez mettre sur votre bureau pour vous servir pour décoder, si vous voulez, votre interlocuteur sans qu'il s'en aperçoive. Il y en a des plus gros aussi. Et outre les statiques, il y en a des portatifs. Donc, vous allez vraiment pouvoir vous servir pour traîner avec vous. Ça entre littéralement dans des poches, dans un tiroir de bureau. Vous laissez ça traîner partout. Puis, ça sert un petit peu le dictionnaire de poche. Si vous ne vous rappelez plus de Ah, tel geste, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Vous prenez votre truc. Ah oui, ça veut dire tel truc. Donc, ça se fait partout. Donc, en fait, vous n'aurez plus d'excuses pour pouvoir vous servir de la matière. C'est un petit nouveau, hein, Ensuite, ça? concernant la pédagogie. Comment? C'est un petit nouveau, celui-là, le petit truc de poche. Je l'avais Oui, pas vu, ça. Ah, il est pas mal. oui. Good job. C'est un nouvel outil, puis en fait, il fait partie de la réforme de 2022-2023. Il n'y a pas tant de monde que ça qui l'ont eu. Mhm. Pour moi, c'est le plus gros game changer Good. qu'il y a eu dans mes formations depuis 6 ans. C'est ce qui a fait que OK. les gens appliquent le plus. Donc, c'est vraiment. Les gens, ils n'ont plus d'excuses parce qu'on sait ce que ça fait quand on suit une formation, même si on l'adore, dès que le cahier de cours se ramasse dans la bibliothèque, il ne sort plus jamais de là, moi y compris. Donc, j'ai développé quelque chose qui contre, en fait, cet effet-là. Ouais. C'est sous format porte-clés, là. On ne peut plus Mhm. ne plus le traîner. Il est partout avec nous. Ouais, ça se traîne au restaurant, à regarder les gens, au bar, peu importe. C'est ça. Au début, nous, dans la formation, c'est ce qu'on faisait, hein. On allait sortir bouffer après, puis on observait les gens, là. C'est vraiment Mhm. c'est ça. Tu peux plus t'en passer après, effectivement. J'aimerais rajouter qu'on va filmer la formation de nouveau à cause des mises à jour, et que les gens qui participent à la formation en salle vont avoir accès à la formation en ligne à vie. Donc, s'il y a des mises à jour, vous avez accès aux mises à jour en même temps. On avait déjà filmé cette formation-là il y a 4 ans, donc le niveau 1, le niveau 2. Là, ça va être la première fois qu'on filme les 3 niveaux ensemble avec le nouveau matériel. Donc, ça, c'est génial parce que, évidemment, vous allez en salle faire la formation, mais le cerveau humain, si vous ne pratiquez pas ou etc., puis il se passe autre chose dans votre vie, ça arrive, ben, vous pouvez au moins retourner faire la formation en ligne à la maison, la suivre à votre rythme, réviser. Ça, c'est vraiment caractéristique à Neura qu'on veut que les gens revisent parce qu'on n'apprend pas tous de la même façon. Et des fois, on n'est pas en état de recevoir une formation comme on le voudrait. J'ai déjà vu ça en formation, quelqu'un qui venait de perdre quelqu'un, il était assis physiquement, mais mentalement, il n'était pas là. Donc, j'étais bien content de pouvoir réviser par la suite. Donc voilà, c'est ma parenthèse. Très bon point. Très bon point. Merci beaucoup. Euh, donc là, j'ai parlé vraiment de l'aspect physique de la pédagogie. Je vais vous parler de l'aspect un petit peu plus intellectuel là, qui gravite alentour de ça. Donc, ma façon d'enseigner à travers cette formation-là, c'est que j'apporte de la théorie, donc une nouvelle notion théorique que vous ne connaissez pas. On en discute. Quand tout le monde pense qu'il a compris, c'est là où je mets des vidéos démonstratives. Et c'est là où vraiment on voit des exemples de comment ça se traduit dans la vie, comment est-ce que tel mouvement, dans tel contexte, traduit telle signification. On a plusieurs vidéos différentes pour la même notion. Donc, c'est souvent là où les gens font Ah, OK, je pensais que je comprenais, mais là, de voir comment ça se traduit en son terrain, je comprends vraiment mieux. Donc, ça, il y en a beaucoup, des vidéos démonstratives. Il y a du divertissement aussi à travers ça, évidemment. Donc, c'est une des forces. Donc, théorie, vidéo démonstrative. Il y a des exercices pratiques, évidemment, pour voir, se mettre à jour tout le temps et voir à quel point
on a retenu la matière. Et puis, l'autre truc qui englobe aussi tout ça de façon très fluide, c'est il y a beaucoup d'espace pour la discussion. Moi, ma façon d'enseigner, c'est qu'il y a un Q&A qu'on appelle un question-réponse permanent. Donc, à travers la formation, il y a toujours de la place pour des questions et les réponses qui vont avec. Puis ça permet en fait d'aller dans les centres d'intérêt des gens, outre la structure qui est déjà conçue. Et puis, ça permet d'avoir des éléments de réponse aussi qu'on va chercher ailleurs. En fait, en quelques mots, là, en 4-5 mots, les mots qui décrivent bien cette formation-là: pragmatisme, efficience, dans le sens où j'ai défriché un champ qui vous était peut-être un petit peu trop difficile à défricher par vous-même, puis vous avez des réponses beaucoup plus rapidement. Nuance, on dit toujours que mes formations sont très nuancées parce que ce qu'on entend souvent ailleurs sur le milieu, le non-verbal, c'est ça, ça veut dire ça. Point à la ligne. On tombe souvent dans des mythes, dans des radicalisations, dans des belles idées toutes faites, des recettes de gâteaux. C'est le fun, c'est cute, mais ça ne fonctionne pas en zone terrain. Donc, ça prend de la nuance. Et ça, c'est ce qui caractérise nos formations. J'ajoute le mot divertissant. Impossible de trouver les 5 jours plates, ennuyeux. C'est sûr que vous riez à certains instants. Il y a des vidéos d'ailleurs qui sont faites pour ça. Et puis je terminerai en ajoutant le mot versatile. Versatile parce que c'est une des rares formations qui peut vous servir dans toutes les sphères de votre vie. Donc oui, en affaires, puis là, c'est là où j'apporte des exemples sous peu, mais en affaires comme dans votre vie personnelle, donc je vais nommer de toute manière des exemples. Le point des détails qui va se faire très rapidement, là, c'est sur 5 jours, on en a déjà parlé, du 26 septembre au 1er octobre. C'est un parcours de 36 heures qui, en fait, va être réparti de façon équitable sur les 5 jours. Et moi, on n'en a pas parlé, en fait, de l'horaire précis, mais je vais m'adapter selon la culture française dominante, là, c'est-à-dire, je ne sais pas combien d'heures de dîner on va se prendre, puis à quelle heure on va commencer et finir, mais ça va être équitablement réparti dans les 5 jours, puis je vais m'adapter à votre culture avec plaisir. Ça La va se passer réponse sur est, la est Seine-Saint-Denis. très longue pour un Québécois. La pause dîner, c'est interminable, mais on va s'adapter. Voilà. Puis si tu vas aller C'est ça. manger le soir, ben ça fait tard aussi. Donc voilà, je chamboule. Mais, chez nous, on dit au Québec, quand on mange à 6 heures le soir et plus, on mange à l'heure des riches, là, 7 heures, mais là-bas, il n'y a rien d'ouvert avant 6 heures le soir. On dit ça, 7 heures, là. Un peu ça. On va On s'adapte. s'adapter. Le, Ouais. le client est maître. Ouais. Et puis, la formation va se passer sur Seine-Saint-Denis. Donc, j'ai aucune idée de c'est où, mais on me dit que c'est très près de Paris. Puis, Mhm. on n'a pas encore la localisation précise de la salle, mais c'est pas grave. On sait que ça va être à Seine-Saint-Denis. Ça va dépendre, en fait, du nombre d'inscriptions pour le choix de la salle. OK. Euh, Ça, c'était pour les détails. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des détails, sinon, je vais entrer dans les exemples concrets. Ouais, ben, il y a juste deux petits trucs que je voulais dire, en fait, par rapport à ta formation. Tu as donné cinq qualités, on va dire, 5 descriptions. Moi, je veux dire que la grosse différence que j'ai vue parce que j'ai quand même été dans le domaine du comportemental, j'ai fait beaucoup de formations là-dedans différentes, c'est tu arrives à poser un contexte, en fait, dans l'apprentissage. Parce que j'adorais tes vidéos. On prend la même vidéo. Là, je vous explique un peu ce qui se passe. Un exemple, je sais pas si tu utilises encore les mêmes vidéos, j'imagine, parce qu'il y a eu beaucoup de travail en arrière. Ouais. Bon, il y a une vidéo qui montre une scène dans un restaurant, puis les gens parlent, etc. Là, on apprend à observer un signe corporel dans une conversation. Et ensuite, ben, plus que la formation avance, on va revoir la même vidéo, mais on va voir d'autres signes qui vont apparaître. Parce que là, on a l'œil plus exercé. Mais toujours, il y a un contexte. C'est pas juste la personne qui se touche l'œil, il n'y a pas de sens. Il y a une phrase, il y a un contexte, il y a un cadre, il y a une situation avec plusieurs personnes. Et là, on voit le truc apparaître parce qu'il y a un contexte opposé. C'est pas juste j'ai vu la fille, je marchais à côté d'elle, elle s'est touchée les cheveux, ça veut dire qu'elle me désire. Tu sais, des choses comme on entend un scénario un peu classique dans le décodage verbal là, qui n'ont pas vraiment de sens parce que t'as pas de contexte. Il y a peut-être une mouche qui passait devant elle, puis c'est ça, je veux dire, quand t'as pas de contexte, tu peux prétendre n'importe quoi. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. L'apprentissage, contexte. Puis la deuxième chose, ça va me revenir. J'ai oublié. Je ne vais pas être tiré dans le temps, mais c'est un autre bon petit point. Mais merci de Faut ton que je te apport. En laisse fait, tu as parler, puis je garde ressouligné ça. 2 points qui étaient la vidéo démonstrative et la nuance. Parce que Ouais. je redis en fait qu'à travers les vidéos démonstratives, vous allez vraiment vivre une immersion totale dans le milieu non verbal parce qu'on n'en parle jamais. Quand on en parle, c'est toujours en Ah, surface.
Et puis là, vous allez tomber dans des moments, dans des contextes où vous allez pouvoir vivre en même temps que les personnes qu'on observe à la télé. Qu'est-ce qui se passe? Et tu parlais de, par exemple, contextualiser, tu sais, la mouche. Est-ce qu'il y a une mouche qui passe? Est-ce que la personne qu'on voit, ce ne serait pas un technicien qui passe en arrière des caméras qui fait qu'elle a un tel body language? Donc, tout ça, c'est abordé en formation. C'est ce qui fait que la nuance aussi ajoute à la compréhension, là. Ouais, ça m'est revenu en fait. L'autre truc, il y a quelque chose que tu as dit que c'est tombé un peu en deux chaises parce que les gens ils savent pas c'est quoi, mais c'est les triangles de dominance entre personnes. Puis ça, c'est une des choses qui, selon moi, est les plus utiles que j'ai reçues de ma vie en formation. Les triangles de dominance. Puis j'aimerais, si tu peux prendre quelques secondes juste pour expliquer, parce qu'en fait, j'ai un client, je mets un contexte. Je mets un contexte parce qu'on comprend mieux comme ça en euros. J'ai, exemple, une mère, son enfant, puis moi. Donc, il y a une position, moi, qui est théoriquement l'expert dans la pièce, que les gens viennent voir avec ça. L'enfant, ben, il est toujours en position un peu de soumission par rapport aux parents, à cause que ben, c'est le parent qui paye, c'est le parent qui l'amène, etc. Des fois, c'est l'enfant qui a des problèmes X, puis le parent ne le laisse pas parler. Ou des fois, c'est l'enfant qui est dans le contrôle, hein, puis il y a autre chose qui se passe. Puis qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a un jeu avec tout ça. Puis des fois, c'est un parent qui veut te dire comment faire ton travail. Puis qu'il dit, ben, tu vas regarder ça, blablabla, parce que je dis, OK, ouais, mais c'est quoi l'expert? Tu vas me dire qu'est-ce que je dois faire, en tout cas. Il y en a qui sont, il y en a qui, c'est des relations de contrôle, des relations de pouvoir, puis on a ça dans les entreprises. Moi, à la base, je peux me permettre de dire ça. J'ai fait un bac en communication à la base, puis j'apprenais les leaders d'opinion, ces choses-là, des gens dans les entreprises, qui c'est qui véhiculait l'information, qui essaie d'influencer les autres. Donc, c'est quelque chose que moi aussi, j'ai un intérêt certain dans le truc. Je sais pas si tu connais ça, Emmanuel, là. Probablement, mais c'est quand même très, très, très intéressant. Je te dirais que on dirait que j'ai fait un bac là-dedans, même si je l'ai pas fini. C'était pour apprendre ces choses-là. Puis ça me permet maintenant en affaires de voir ben, qui c'est qui veut prendre la place qu'il n'y a pas à prendre ou puis c'est ça. On dit la liberté d'une personne arrête puis celle de l'autre commence. Puis quand tu comprends un peu ce triangle-là, ça fait beaucoup de sens. Puis ça génère aussi beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui sont bien dans une position dominant-dominé, mais il y a d'autres personnes qui vont refouler très longtemps, puis ça va faire des bris, des ruptures, des tromperies, des divorces, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, si tu peux juste mettre une petite base si ça t'intéresse sur le truc, les gens, je pense que vous ne pouvez pas comprendre en ce moment à quel point c'est puissant avoir cet outil-là entre vos mains quand vous allez faire des négociations dans des entreprises ou tout simplement avec des clients ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Je vais, en fait, merci beaucoup pour cette remarque-là, cette demande-là. Je vais traiter le sujet dans la question-réponse. OK. Puis en fait, c'est lié directement à ce que je vais dire, là. En fait, tantôt, j'ai appelé ça les dynamiques relationnelles. Donc, toi, tu as appelé ça le triangle des. Peu importe, là. Ouais, ouais, ouais. On s'en fout comment on appelle ça, mais ça va être Mhm. traité. Il faut comprendre que c'est le plus gros module de nos formations. C'est un module qui dure 3 heures, mais c'est là où on apprend à piloter tout le reste. À voir justement comment se positionne un individu sans qu'il parle. Donc, vraiment dans sa posture. Et puis, on sait vraiment comment piloter, en fait, l'intervention pour aller dénouer les impasses de communication. Donc, je traite le sujet dans la zone de questions-réponses. Puis, en fait, ce que j'aimerais dire juste avant de terminer ça, c'est que les exemples que je vais nommer là, ce que tu parles, le module dont tu parles, c'est exactement ce dont les gens se sont servis pour arriver là. Donc, je nomme, en fait, je disais tantôt, j'ai pris 1 heure de notes ce matin, puis j'ai pris des témoignages dans ma tête là, qui m'apparaissaient les plus rapides là, dans ma tête. Donc, je ne les ai pas choisis parce que des témoignages, j'en ai des centaines. J'ai choisi les 4 premiers qui me sont venus en tête. En voici quelques-uns. Donc, nous avons une kinésiologue qui a été certifiée Synergo, puis elle, au bout de 3 jours, est sortie de la formation, puis elle a fait une vente directement avec un client difficile qui trottait depuis 6 mois. Ça faisait 6 mois qu'il était difficile, qui posait 1 million de questions, en québécois, on appelle ça branler dans le manche, là. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français, mais donc, client difficile, tiens, tout court. Donc, un client qui Ah, tourne, qui gravite alentour de vous, qui veut s'accaparer vos services, mais qu'en fait, il adhère jamais. Donc, elle était avec ouais. ce client-là. Puis, le lendemain de son 3e jour de formation, après ce module-là, justement, elle a décelé visuellement que l'individu était dans tel type de position, donc dans tel Mhm. type de comportement psychosocial, si on veut. Elle a su poser des questions en lien avec ça. Elle a obtenu des informations qu'elle n'aurait probablement jamais eues et elle a vendu en moins de 5 minutes ce qu'elle essayait de lui vendre euh, depuis 6 mois, qui pour C'est elle, c'était un programme sur un an qui était de 4 000 $. Mais ça, peu importe. Je veux dire,
Ça peut autant, pour elle, 4 000 c'était beaucoup. Pour un agent immobilier, ça peut être la vente d'une maison à 800 000 euros. La transaction de l'un n'équivaut pas à celle de l'autre. Il faut juste comprendre qu'à travers ça, on a des gains concrets, peu importe dans quoi on travaille. Premier C'est exemple, il y en a exactement trois ça. autres. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est que la personne par elle-même n'arrive pas à comprendre son propre besoin puis à mettre les mots sur le truc. Puis ça devient le rôle de la personne qui est formée de dire, de voir, il y a quelque chose qui te dérange, puis de l'amener à discuter. Puis si tu arrives dans des problèmes de couple, tu avais déjà donné cet exemple-là aussi, là, que tu as pu désamorcer J'en ai. des situations par rapport à ça. Donc, ouais, c'est assez extraordinaire. Deuxième exemple qui m'est revenu en tête rapidement parce que c'est quelqu'un que j'ai formé il y a très peu de temps. Elle, cette personne-là est agente d'artiste. Après son deuxième jour, elle aussi a réussi à signer avec un client qui était difficile, que ça faisait plusieurs semaines qu'il était pas capable d'adhérer, même s'il la recontactait plusieurs fois. Puis donc, elle a signé après son deuxième jour, ce qui est quand même formidable. Je n'ai pas demandé combien ça lui avait donné dans ses poches. Troisième exemple, là, on va vraiment ailleurs. Je viens de nommer deux trucs qui sont vraiment alentour des commerciaux, de la vente, du développement des affaires. On va complètement ailleurs. Quelque chose dont je vais me souvenir toute ma vie. L'an dernier, j'ai fait une conférence en entreprise parce que c'est aussi un service que j'offre, qui était sur le non-verbal et qui était sur la physionomie des yeux, donc la forme des yeux reliée à la santé mentale. On en a parlé tantôt. Ça va être de façon entièrement enseigné dans votre formation. Donc, j'ai offert ça sous un format court de 45 minutes, une heure dans une entreprise. Puis, donc là, je nomme les signaux non-verbaux qui sont reliés aux yeux, qui ont une corrélation avec une santé mentale qui va moins bien. Le lendemain matin, je me lève, je reçois un courriel. J'ai reçu un courriel, en fait, en pleine nuit. Je le lis, c'est un gros pavé de texte. Puis, il y a une femme qui me dit: «Hey, merci, Manuel, j'ai assisté à ta conférencière. Et puis, grâce à un indice sur les yeux que tu nous as donné, je suis arrivé chez moi, puis j'ai remarqué que mon garçon de 15 ans avait un œil plus petit.» Puis, elle dit: «Je sais que ce n'est pas le cas d'habitude, donc je l'ai pris à part. Normalement, sa sœur est un peu turbulente. Je l'ai pris à part, je l'ai emmené dans une pièce, puis j'ai commencé à y jaser de façon très décontractée. Puis j'ai rapidement dans la discussion, mon fils m'a avoué qu'il vivait de l'intimidation à l'école depuis plusieurs semaines. Et puis, après plusieurs dizaines de minutes, à force de parler de ça, son fils a avoué qu'il avait des pensées suicidaires. Je ne sais pas si vous avez des enfants, là, mais juste là, c'est une façon de rentabiliser infiniment votre formation. Je ne suis pas en train de dire que vous allez nécessairement contrer tous les suicides du monde, là. Je ne suis même pas en mesure de vous dire que ça va arriver. Mais si ça arrive, imaginez. Puis ça, on n'en aura jamais la certitude. Mais c'est, tu sais, tantôt, je parlais de vente, je parlais de chiffres, je parlais de gains concrets. Mais ça aussi, c'est un gain concret. C'est un gain qui est très relationnel, très émotionnel, mais c'est un gain qui est tout aussi tangible, qui peut arriver n'importe quand dans la vie. Puis, je ne m'attarde pas trop sur cet exemple-là, mais il me touche à chaque fois qu'il me vient en tête. Dernier exemple, j'ai certifié quelqu'un, puis l'an dernier, ou il y a 2 ans, peu importe, j'étais dans une foire commerciale, j'avais un kiosque là. Puis un de mes anciens clients vient me voir, puis la première chose qu'il me fait, c'est qu'il me fait un câlin en avant de tout le monde. Un- donc, il me prend par les épaules, puis il me dit dans l'oreille: «Emmanuel, tu as sauvé mon mariage.» Moi, je comprenais pas parce que ce gars-là est en développement des affaires. C'est un commercial, en fait. Il est coach d'affaires aussi. Je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Je me dis: «Mon Dieu, c'est donc même pas dans sa sphère professionnelle.» Puis là, j'ai demandé: «Pourquoi tu dis ça? Tu sais, pourquoi tu dis que moi, j'ai sauvé ton mariage? J'ai jamais vu ta femme. Explique-moi, là.» Puis il m'a dit: «Ben, avec ce que tu m'as enseigné, j'ai vu des signaux non verbaux sur le langage corporel très, très, très précis chez ma femme à certains moments, ça m'a permis de mettre la table, de la conditionner pour qu'on ait une discussion, puis il y a des trucs qui sont sortis qui seraient probablement jamais sortis parce qu'on est en voie de séparation. Puis à partir de là, j'ai vu d'autres signaux, puis j'ai fait d'autres interventions. Puis ça s'est vraiment amélioré. Puis là, il me disait ça plusieurs mois après que j'ai sauvé son mariage, là. En fait, c'est pas moi, c'est lui qui a sauvé son mariage, mais c'est la formation, c'est les informations qu'il a obtenues dans la formation qu'il a mises en application facilement, sans se poser de questions. Donc, encore une fois, on est ailleurs. On est dans une sphère émotionnelle. Puis là, je fais terminer mes exemples concrets-là. J'aurais pu en nommer plein. C'est juste pour que vous voyez, ça nous habite tout le temps, ça. On voit ce que font les gens avec leur corps. On se doute de l'état dans lequel, l'état qui les habite finalement. C'est jamais une certitude, mais c'est des indices. Donc, on se doute de l'état qui les habite. On pose des meilleures questions, puis on a des meilleures informations. Donc, on intervient plus intelligemment. Puis c'est là où la communication s'améliore, s'optimise, et les relations se soudent, se solidifient avec ça en même temps.
Donc, ça a toutes sortes de gains concrets. Donc, maintenant, ben, les activités professionnelles que je considère à très haut potentiel, parce que je considère que tout le monde peut obtenir des gains, des bénéfices de ça, mais les activités professionnelles à très haut potentiel, pour moi, le recrutement, les négociations, le management, le développement des affaires ou les commerciaux, les ressources humaines, le coaching, la thérapie et la relation d'aide, puis là, on parle de toute forme de relation d'aide, là, médiation, avocat, psychologue, intervention psychosociale. Et puis oui, on peut aussi désamorcer des bombes conjugales avec ça. Euh, Maintenant, il me reste juste une petite chose à faire, là, c'est une conclusion de 1 minute, là. Je voulais parler du tarif Early Bird, du tarif en pré-vente, en fait, pré-vente ou tarif lève-tôt, appelez ça comme vous voulez, qui est actuellement, si je ne m'abuse, parce que je suis moins hot dans les détails, là. Normalement, la formation est 2 300 €, puis là, est 1 800 € pour le mois de juin. C'est tout. À partir du 30 juin, ça tombe à 2 300 €. C'est ça, les amis? Ouais, ouais, 1er juillet. 1er juillet, Ça peu vient importe, vite, là. dans la Ah, nuit. ben, c'est ça. Ça vient vite. Exactement. Donc, ben, ça vaut le coup. Ça vaut définitivement le coup. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, Mais moi, c'est j'ai deux ça. autres Ben, points en fait, par rapport oui, à. Je voulais dire que si je ne m'abuse, encore une fois, là, c'est pas moi qui traite de ça, mais je pense que les paiements par versement sont possibles aussi sur le site. oui, oui, définitivement. Oui, il y a une option en quelques versements. Je crois que c'est quatre versements. Ouais, ben, il y a des modes, là. Il y a des modes, honnêtement, là. Donc, c'est pas un souci, là. D'accord. Donc, Bon, c'est deux je ne veux des pas trois points, mélanger puis parce que là, mon. on travaille sur deux entreprises en Oui, même temps. oui, Là, oui. donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Mais définitivement. Vous pouvez aller vérifier sur le site, vous allez voir. Malgré la prévente, il y a la possibilité de faire des paiements. Donc, il y a deux boutons. Il y en a un qui offre justement des options de paiement, puis l'autre, c'est un achat d'un coup, là. Donc, ouais, c'est ça. Le Shopify? ShopPay, ça s'appelle. ShopPay. Le bouton mauve. Donc, voilà, c'est ça. Pas moi qui Le s'occupe de bouton ça. mauve permet des plans de paiement. Puis la dernière Ouais, chose que je voulais dire, c'est que c'est ça. ce voyage-là, ce voyage éducatif-là, c'est un voyage unique. Moi, j'envisage pas en faire d'autres. Donc, il n'y aura pas d'édition à chaque année. Donc, j'ai envie de dire, ben, c'est maintenant ou jamais. Si vous voulez vous former sur le non-verbal de façon très synthétisée, très concise, et puis vous en servir tout le reste de votre vie, c'est là que ça se passe. C'est au mois de septembre. Puis, à moins que Nicolas et Barbara aient des trucs à dire, moi, je peux entrer dans le question-réponse. Ouais, ben, je viens de voir que on arrivait à pouvoir répondre à Cédric, mais il a dû quitter, il vient juste de quitter. Fait qu'il y avait, sa question, tu peux répondre dans le vide, comme ça, ben, on le garde dans l'enregistrement. Euh, ouais, c'est ça, c'est Cédric, fait que Je suis là, je vais hein? pouvoir lui répondre en même temps. Ah, t'es là? Ben, j'ai Oui, vu qu'il était là. Cédric est là, c'est Thierry qui a quitté. Ah, ben non. Non, Cédric Thierry. Brandely est là. Thierry est encore là, ben, qui C'est a quitté? Cédric Brandely qui a quitté. Cédric Lafont est toujours là. On a deux Cédric. Ah. D'accord. Voilà. Donc, Cédric Brandely, c'est lui, je crois, qui avait posé la question. Donc, c'est notre ami, le coach de tennis. Lui, il travaille à l'international, il est toujours dans plein de pays. Donc, il voit vraiment toutes sortes de nationalités. En fait, je pense que c'est une parenthèse qui est intéressante de dire. Euh, je vois plus. OK, bonjour. Donc, le fait que lui, il travaille, par exemple, il est en Australie, des fois il est en Asie, des fois il est en Europe de l'Est, il est partout, en fait. Euh, Lui, sa question était un coup qu'on maîtrise l'analyse du non-verbal, est-ce qu'on peut maîtriser son propre langage? Je dirais non, parce qu'on a quand même des micro-démangeaisons, mais ça l'ouvre à une deuxième question, je vais te laisser quand même y répondre, c'est est-ce que le non-verbal, de façon internationale, c'est une forme de langage en soi qui dépasse la barrière des langues et des barrières culturelles? Que ça peut servir, cet apprentissage-là, dans un contexte international, multilinguistique? Oui, je réponds aux deux questions. La première étant, est-ce qu'on peut contrôler son body language? La réponse très courte, là, c'est non. Maintenant, je vous explique pourquoi là, en 2 minutes. Il y a très peu de gens qui parlent du non-verbal. C'est drôle parce que une des seules façons que presque 100% des gens, des coachs sur le non-verbal, se font de l'argent, c'est en coachant les gens pour faire ou ne pas faire certains gestes. Donc, sur le contrôle du langage corporel. C'est bien le fun, tout le monde paye pour ça, mais ça marche pas. C'est ça la réalité. Donc, ces gens-là se font de l'argent. Je pense pas que ces gens-là veulent mal faire, là, ces experts-là. Je pense qu'ils comprennent juste pas suffisamment pourquoi le corps fait ça et comment le corps fait ça et dans quel contexte c'est fait ou ça peut pas être fait. Je pense qu'ils comprennent juste pas suffisamment leur propre sujet, puis qu'ils donnent des conseils à outrance, puis les gens paient pour ça, puis ils ne voient que du feu parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs. Mais en réalité, ça marche pas. Voici pourquoi. Trois raisons, en fait.
Premièrement, pour savoir contrôler son langage corporel, il faut savoir quoi contrôler. Parce que là, c'est bien le fun. C'est super plaisant à entendre un coach nous dire fais tel truc avec tes mains, tu vas avoir l'air plus confiant. Mais donc, il faut y faire confiance. On n'a aucune idée de si on fait ça pour rien ou pas, à quel point ça va nous aider. Donc, on a une confiance aveugle. Je trouve ça déjà un peu bizarre. Je comprends que des fois, on a des experts alentour de nous qui nous aident, qu'il faut avoir confiance en eux, mais on est dans une extrême un peu. Donc, ça me dérange un peu. Deuxièmement, c'est pas parce que vous contrôlez vos mains pour faire ou ne pas faire tel geste que tout le reste de votre corps ne va pas envoyer tous les signaux qui sont concordants avec l'état dans lequel vous êtes. Donc, vous avez beau faire un signe de confiance, par exemple, si vous avez un coach qui vous dit tiens, fais tel truc, tu vas avoir l'air plus confiante avec les gens. Vous allez faire tel truc, par exemple, avec vos mains, mais tout le reste de votre corps va envoyer des signaux de non-confiance parce que vous n'êtes pas confiant. C'est pas parce que vous imitez un geste que vous devenez soudainement plus confiant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, donc, ça, c'est deuxième grosse raison. Donc, ce qui va arriver, c'est que votre corps risque d'avoir l'air plus incohérent, ambigu qu'autre chose. Donc, ça paraît artificiel aux yeux des gens. Les gens vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche sans savoir c'est quoi. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, et non la moindre, quand quelqu'un ne vous écoute plus, vous le savez quasiment automatiquement. Pas besoin d'être synergologue, pas besoin d'être expert en communication non verbale. Quand quelqu'un ne vous écoute plus, ça ne vous prend pas une minute, ça ne vous prend pas 10 secondes, ça prend une, deux, trois secondes, vous savez qu'il ne vous écoute plus. Or, si je contrôle mon langage corporel, c'est quand quelque part, je suis dans ma tête plus qu'avec vous. Et le moment auquel je pense à faire tel truc ou avec mes mains ou à ne pas le faire, bien à ce moment-là, je ne suis plus avec vous. Pendant ce temps-là, vous, vous apercevez que je ne suis plus avec vous. Ça vient un peu de faire flancher la relation. Vous avez perdu, en fait, énormément de points relationnels parce que l'autre personne s'est rendu compte que vous ne l'écoutiez plus. Donc, ça ne peut pas mener à rien de bon. Puis, en fait, il y a une autre raison aussi, c'est que ça va fonctionner très peu efficacement, mais seulement le moment où vous allez contrôler votre corps. Vous ne pouvez pas vous dire dans votre tête, il faut que je garde les mains comme ça, il faut que je garde les mains comme ça, il faut que je garde les mains comme ça, il faut que je garde les mains comme ça. Il y a des pulsions dans votre corps qui font que vous adoptez des postures, vous avez des micro-expressions, vous faites des gestes, puis vous ne pouvez pas contrôler votre corps à l'infini. Donc, même le peu de temps où vous le contrôleriez, même pour un tout petit segment, donc c'est incohérent, vous perdez des points relationnels et ça ne tiendra pas longtemps. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est de la grosse foutaise. Donc, la grande réponse est non. Après ça, ben, il y a un minuscule oui. Oui, dans certains cas, vous pouvez contrôler une partie de votre langage corporel pour un certain temps pour avoir des résultats probablement très médiocres. Mais c'est tout. Donc, la réponse est à 99,99999% non, avec un petit millionième de pourcent de oui. Dans une partie de poker, par exemple. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. On n'a pas besoin de Vous allez parler, du pouvoir. coup, ça pourrait être un. On n'a pas besoin de parler, du coup, on pourrait gérer notre langage corporel et mettre toutes les barrières, vu qu'il n'y a pas de discussion et que on voit seulement la partie haute du corps. Les mains sont sur la table, mais effectivement, on n'a pas besoin de les bouger. C'était une question comme celle-ci. Effectivement, dans certaines circonstances, il y a un état émotionnel qu'on ne peut pas contrôler et j'imagine que c'est surtout sur ça. Mais je parlais dans des circonstances comme celle-ci. Est-ce que ça pourrait permettre, après avoir appris ses compétences, de ne plus bouger un cil lors d'une partie de poker, par exemple? Je conserve la même réponse. En fait, c'est une très belle question. Je conserve la même réponse pour exactement les mêmes raisons. La différence étant que au poker, comme dans la vie, on est capable de se mettre des masques. D'ailleurs, on est expert en ça. Tout le monde est expert pour ne pas dire des choses, pour cacher des choses, pour éviter des sujets, pour faire semblant que ça va bien quand ça va pas bien. Le fameux Hey, comment ça va? Ça va bien. C'est un automatisme. Tout le monde dit ça, ben ça, c'est une façon de porter un masque. Donc, on est déjà expert à porter des masques. Et quand on joue au poker, surtout de façon amateur, élevée ou professionnelle, on devient vraiment très expert dans ce contexte-là. Sauf qu'on n'a pas besoin de contrôler son langage corporel. Tout ce qu'on a à faire dans la vie, c'est contrôler notre état intérieur. Donc, par exemple, si quelqu'un veut être plus confiant sur une scène, quand il fait des conférences, moi, je ne dirais jamais fais tel truc avec tes mains ou arrête de faire tel truc avec tes mains. Je vais dire travaille sur ta confiance, puis tu Mm. vas avoir l'air confiant. Parce que quand Mm. tu es confiant, ça paraît. C'est aussi simple que ça. Donc, au lieu de passer par l'extérieur puis d'essayer de recoller les morceaux de façon inverse, c'est l'intérieur qu'il faut changer. Donc, quelqu'un qui joue au poker doit être capable de se plonger dans des émotions qui sont, par exemple, de l'indifférence, de l'insouciance, du détachement,
de créer une dissociation entre son esprit et ce qui se passe ici maintenant. Et ça va envoyer des signaux de détente ou de désintérêt qui vont faire en sorte que votre adversaire ne verra pas que vous êtes, par exemple, nerveux ou mal à l'aise ou excité ou je ne sais quoi encore. Donc, c'est vraiment en changeant la posture mentale qu'on adopte que le corps va épouser cette posture-là et non l'inverse. Donc, c'est la même réponse. Ok, j'ai très bien compris, merci. Un plaisir. Manuel, juste pour qu'ils comprennent, Cédric, à quel point c'est intense, il y a combien de micro-démangeaisons répertoriées juste au niveau du visage? Je ne les ai pas comptés, mais il doit en avoir à peu près une quarantaine, juste dans la zone du visage. Donc, des façons dont on se touche dans le visage. Puis là, on parle vraiment du doigt qui va dans le visage. On ne parle pas de micro-réactions au niveau de la bouche, au niveau des yeux, des axes de Hmm. tête. On ne parle pas de la façon de s'asseoir. On ne parle pas de ce qu'on peut faire avec ses mains. On ne parle pas de rien de ça, juste les micro-démangeaisons. Il y en a une quarantaine. On ne peut pas retenir l'information. En fait, c'est une pulsion. Et je reviens à ce que je disais C'est au comme un début, c'est toc. que le corps des gens, y compris notre corps est dans un état qu'on appelle une émotion, d'ailleurs. Puis l'émotion, c'est une réponse physiologique à des stimuli. Et ça se passe avant que la conscience puisse en avoir conscience, justement. Donc, votre corps fait des trucs avant de pouvoir vous consulter. Donc, ça va toujours paraître. De là, il faut être capable, si on veut tromper les gens, ce qui n'est pas, ce que je vous suggère forcément, mais si vous voulez tromper les gens ou avoir l'air de ci, avoir l'air de ça, porter des masques, ben, il faut vraiment changer son état interne. Puis ça passe par le sentiment, c'est-à-dire que là, il faut faire le chemin inverse. OK, je me sens comme ça, je veux acter tel truc, ben, il faut que je me plonge dans cet état-là. Et d'ailleurs, ça m'amène à dire que les acteurs que vous aimez, que vous trouvez bons ou bonnes, eux, ils ont des cours de théâtre, ils n'ont pas des cours de synergologie, des cours de non-verbal. Donc, on ne leur dit pas des trucs comme: «Ah, tu vas te placer la tête comme ça, tu vas avoir un œil plus petit, tu vas». Ça s'imite pas, ça. On ne peut pas imiter ça, on deviendrait fou complètement, puis on serait inefficace, ça aurait l'air artificiel. Mais ce qu'ils sont capables de faire, les acteurs de grande valeur, de grand talent, c'est qu'ils sont capables de se plonger dans des émotions, X sur demande. Et ça fait que leur langage corporel, envoie le message de ce qu'on veut voir à l'écran dans telle scène ou telle scène. Donc, c'est l'état interne qui dirige ce qu'on voit à l'extérieur. Ce qui est un immense atout pour les gens qui observent et qui sont formés à ça. J'avais, Nicolas, ta question sur universel culturel. Je sais pas, quelqu'un d'autre Ouais, il voulait y avait poser une ça. question? Il y a Christelle qui voulait poser une question. Ouais, voilà, elle a activé son micro. Avec la micro, c'est mieux. Là, on Ouais. parlait de la maîtrise de soi par rapport à essayer de se maîtriser, ce que j'ai compris n'est pas possible. Après, dans ce que j'ai entendu, il y avait effectivement l'analyse de l'autre sur ce qu'il peut dégager au niveau de son visage, au niveau de ses yeux, etc. Euh, Cette analyse, en fait, est-ce qu'à un moment donné, on rentre pas dans trop d'analyse et on est en permanence dans cette analyse et on manque de naturel finalement dans nos relationnels? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est de dire qu'effectivement, là, c'est la mère qui voit quelque chose sur son fils. Mais quand on a cette capacité finalement qu'on a développée au travers de ces stages ou de ces séminaires et qu'on a une capacité de voir certaines choses chez certaines personnes, est-ce que dans le cadre où on voit quelque chose sur une personne qui nous est totalement étrangère, est-ce que ce n'est pas de l'intrusion finalement d'essayer de, comme on a compris quelque chose allait pas, est-ce que jusqu'où en fait on a cette possibilité de rentrer dans leur vie sans qu'ils nous l'aient demandé, à s'autoriser à lui dire je sens qu'il y a quelque chose qui va pas chez vous alors qu'il m'a rien demandé. Ouais, Voilà. superbe question. Merci beaucoup, Christelle. La première étant, vous avez nommé la suranalyse, la surinterprétation, et j'aurais dû dire en fait que c'est quelque chose qui me distingue énormément dans le milieu. C'est que, ben, en fait, tantôt, je parlais de recettes de gâteaux, de trucs radicaux qui veulent dire ça veut dire ça veut dire ça. C'est des choses que je fais pas. Je ne fais pas de suranalyse parce que je sais très bien que l'ennemi numéro un de mon métier, et pas juste de mon métier, mais de ce qu'on peut en faire intelligemment, c'est la suranalyse. Donc, j'ai développé des méthodes, en fait, pour éviter la suranalyse parce que ce que j'ai vu trop souvent, c'est dans deux opposés, là. J'ai vu des gens qui étaient peu compétents dans le milieu, mais qui se proclamaient experts et qui faisaient de la suranalyse à l'infini.
Et puis, j'ai vu des gens certains de mes pairs professionnels qui sortaient de l'école et qui avaient la tête grosse comme ça, avec un millier de notions, mais qui ne savaient pas comment diriger ça dans la vie. Puis ça aussi, c'est une forme de suranalyse. Donc, ce que j'ai préféré faire, c'est d'élaguer tout ce qui est non pertinent, d'enseigner juste qu'est-ce qui fonctionne vraiment et d'avoir uniquement un condensé d'un petit lexique corporel. En fait, dans ces 5 jours-là, vous allez apprendre 60 signaux non-verbaux et ce qu'ils veulent dire et ce qu'on devrait faire avec idéalement, selon la situation. Ça permet justement d'éviter la suranalyse. Dans le cours, pendant 5 jours, il y a énormément de nuances. Donc, vous allez comprendre la nuance et vous allez être capable d'éviter la suranalyse parce que vous allez avoir la méthode et la nuance nécessaires pour ça. C'est ce qui est impossible à travers une conférence, à travers une formation de 3 heures, à travers un livre, parce que justement, les gens, comme ils connaissent peu sur le sujet, ben, ils s'appuient sur les seules informations qu'ils ont. Et comme ils n'ont pas appris avec nuance, ben, ils voient les choses de façon dichotomique. Donc, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Donc, ça, c'est la première partie de votre première question. En fait, la suranalyse, moi, je l'évite à tout prix. On est tous, on est tous fragiles, hein, là-dessus. C'est une forme de biais cognitif. Si on tombe dans des biais de confirmation et qu'on dit ah, je sais que l'autre personne est fermée, bien, vous allez en trouver des signes de fermeture. Si c'est ça que vous voulez trouver, vous allez en trouver. Donc, c'est vraiment un outil qui est neutre à la base, mais dont il faut se servir avec intelligence pour pouvoir retirer des gains concrets de ça. Et la façon de tirer des gains concrets de ça, c'est d'être doublé d'une attitude de non-jugement, puis de vouloir s'en servir pour mieux comprendre l'autre et non pas le juger. Donc, en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que ce que vous voyez chez l'autre, qu'on aura vu ensemble dans ces 5 jours-là, ce que vous voyez chez l'autre, par exemple, tel indicateur non-verbal, tel signal non-verbal, euh, c'est jamais une finalité. C'est toujours un point de départ. À partir de là, j'ai une théorie dans ma tête, il faut que j'aille vérifier. C'est pourquoi j'enseigne le questionnement qui va avec, parce qu'il n'y a pas de questionnement, on ne peut pas valider ou invalider notre information, puis on s'assoit sur nos jugements, parce qu'on a appris tel truc veut dire tel truc. On a l'impression que c'est ça. Donc, ça, c'est de la suranalyse. Après, pour ce qui est du volet, est-ce que ce ne serait pas intrusif quand est-ce qu'on sait si on s'en sert ou on s'en sert pas, bien là, ça va être votre jugement critique. Puis en fait, c'est que vous allez avoir, bon, pour commencer du départ, là, les gens se demandent toujours, moi, les gens sont très intimidés quand je les rencontre la première fois. Là, je dirais que 9 personnes sur 10 sont intimidées. Et j'ai découvert, à force d'y penser, que en fait, ce qui rend les gens inconfortables, c'est qu'ils ne savent pas à quoi j'ai accès. Ils ont l'impression que je peux lire en eux comme un livre ouvert. En réalité, c'est vrai et c'est faux. Moi, j'ai juste beaucoup d'informations qui me donnent des indices sur l'état général de la personne. Point à la ligne. Après, qu'est-ce que je fais de ces indices-là et à quoi je les lis? Comment je peux les valider ou les invalider? C'est une seconde étape, mais je ne peux pas avoir plus d'informations que l'état général dans lequel se sent l'individu. Donc, après, j'aime bien dire, on a entendu souvent dans le milieu, votre corps vous trahit. En réalité, j'aime pas beaucoup cette phrase-là. Je préfère votre corps vous traduit. Il ne vous trahit pas, il vous traduit. Vous êtes ce que vous êtes et c'est correct. Je suis ce que je suis et c'est correct. C'est correct que je sois des fois vigilant, que je manque de réceptivité, que je sois désintéressé. Puis de toute manière, souvent, ça vient de mon interlocuteur. Donc, moi, quand je vois quelqu'un, par exemple, qui a les bras croisés, puis que là, je considère qu'il est probablement dans un manque de réceptivité, mon premier réflexe aujourd'hui, c'est de me dire, je viens sûrement de dire quelque chose qui lui a déplu. Sûrement que mon ton, mon attitude est pas si correct, pas si propice que ça à le conditionner à être réceptif. Parce que si je suis avec Jean-Marc à 2h32 de l'après-midi, puis je considère que là, il est fermé, Jean-Marc ne s'est pas levé le matin en se disant, tiens, à 2h32 avec Manuel, je vais manquer de réceptivité. Il faut que ce soit passé quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui est la cause, en fait, de ce manque de réceptivité-là. Et souvent, c'est nous. De là, l'intelligence de s'adapter à ça. Puis, en fait, la façon dont vous allez opérer ou pas, donc, vous allez voir des choses chez les gens, vous allez toujours avoir le choix, comme une switch, de vous dire, est-ce que j'interviens ou j'interviens pas? Et le choix, ça va vous appartenir. En fait, moi, je vois un millier de choses par jour et j'interviens très rarement parce que je n'ai pas le mandat de le faire. Il n'y a personne qui m'a payé pour venir Moi, je ne fais pas de consultation, je fais juste des formations. Donc, quand je rencontre quelqu'un dans la vie, je lui sers la pince, puis on parle de trucs et autres. Même si je vois un truc, je n'irai pas de façon intrusive et dire ah, est-ce que ça se peut que ça n'aille pas trop bien dans ta vie? Je ne sais pas ce mandat-là. Donc, La classe, je fais. si ça amène un réel danger, par exemple, qu'on voit un réel danger dans une personne où on se dit, ben voilà, il a vraiment quelque chose ou une maladie ou quelque chose qui pourrait atteindre
qui est vraiment hyper dangereux. Alors, quand c'est du classique, ok, on rentre pas, on n'a pas d'intrusion, mais quand c'est quelque chose où on se dit, il ne voit pas, il n'a pas conscience de ce qu'il a, et pourtant c'est gravissime, jusqu'où on se donne justement cette autorisation d'aller lui dire parce qu'il n'en a pas conscience. Ça, c'est une question qui est hyper stimulante pour moi, mais à laquelle je ne peux pas répondre parce que là, on peut. Il y a des dimensions éthiques, des dimensions morales, des dimensions de valeurs personnelles, des dimensions de contexte. C'est pas moi qui peux répondre à ça, c'est la personne elle-même qui va pouvoir répondre à ça. Donc, moi, j'aime bien dire, parce que je répète, là, je ne peux pas répondre à ça, donc je vais mettre ça de côté, mais j'aime bien dire que quand l'intention est bienveillante, on peut rarement faire une intervention qui est stupide. Donc, tu sais, de la prévention, c'est plus souvent intelligent qu'autre chose. Après, il y a une autre question, c'est est-ce qu'on se sent adroit et compétent pour intervenir? Ça, c'est une autre question. Donc là, c'est vraiment du cas par cas, en fait. Donc, tu sais, donc ma réponse finale, c'est vous allez devoir faire confiance à votre intelligence émotionnelle, et puis déceler quand c'est le temps d'intervenir ou pas. Il y a des façons aussi plus douces, hein, d'intervenir, donc on n'est pas obligé d'y aller dans la confrontation. Des fois, adroitement, en discutant, on est capable de faire verbaliser certains trucs à une personne, même si ce n'est pas dans notre mandat. Puis des fois, de toute manière, juste l'écoute fait beaucoup de bien aux gens. Donc là, c'est ça. Il y a des réponses partout. Ouais. Ben, c'est ce que je dis souvent en consultation. Nous, c'est pareil, on travaille quand même avec le système émotionnel, on n'a pas le choix, hein, ça vient avec, surtout dans les cas de problèmes de douleurs chroniques, de maladies chroniques, parce qu'il y a une composante émotionnelle qui s'installe, un peu de découragement, puis etc., ou de non-dit qui se transforme par le corps en maladie ou en dysfonction psychosomatique. C'est bien répertorié. On va, j'aime bien dire, quand tu ouvres la boîte de Pandore, faut que tu sois assez compétent pour savoir négocier ça. Hein. On prend pas le risque d'ouvrir la boîte de Pandore si on n'est pas à l'aise avec ça, de un. Puis de deux, des fois, ça peut être une question qui peut être anodine pour ouvrir une discussion si on sent que la personne est mûre un peu au truc. Hein. Juste, ça va bien aujourd'hui, c'est sûr? Hein, j'ai l'impression que tu vas pas super bien. Peut-être que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe. Puis il n'y a pas de mal à ça, je crois. La personne va dire ah non, non, ça va, excuse-moi, je suis un peu fatigué. Puis elle va se recalibrer, ou sinon elle va s'ouvrir, puis elle va parler, puis voilà. Ensuite, ben libre à nous de savoir si on oriente vers un thérapeute ou une personne ou peut-être qu'il devrait en parler. C'est juste dire ça. Puis je pense qu'il n'y a pas de mal à ça de mon point de vue éthique. Donc, Alors, c'est mon opinion de thérapeute. là, c'est dans le sens où c'est des personnes qui viennent vous voir, donc qui sont déjà dans une démarche où en fait, ils sont là pour s'ouvrir ou essayer de chercher une solution. Je parlais Pas peut-être aussi. nécessairement. Je pourrais, ça peut être n'importe qui que je verrais, que je rencontrerais, quand on a l'impression qu'une personne n'est pas dans son assiette, puis que j'ai envie d'ouvrir la boîte de Pandore. Ça devient très personnel, là, rendu là. Hein. Des fois, on n'a juste pas l'énergie. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un me dirait, je verrais quelqu'un qui se sentirait pas bien, je n'ai pas l'énergie mentale du tout aujourd'hui pour gérer ça. J'ouvrirai pas cette boîte-là parce que si je l'ouvre puis que je peux pas la refermer, c'est c'est- Non, mais c'est juste, ça peut se passer par exemple dans la rue, vu c'est que pas très si on classe. Ouais. voilà, ces capacités de visibilité en fait de la personne par son physique. Est-ce que si Hmm. par exemple une personne dans la rue qu'on ne connaît pas, qui n'est pas venue nous voir, qui n'a pas d'intention en fait Hmm. d'ouvrir un dialogue et qu'on sent quelque chose de gravissime, dans quel sens on peut l'aborder et, et effectivement essayer d'approcher la discussion. Ouais, c'est ça. C'est un Écoute, inconnu ou une personne connue. Encore une fois, c'est quelqu'un dans la rue qui n'a pas de l'air bien. On n'a pas de contexte. Hein. Donc, c'est encore une fois, est-ce qu'on a, j'ai développé dans un village peut-être? deux éléments de réponse. J'ai développé deux éléments de réponse nouveaux, mais je pense que Thierry aussi voulait parler. Ouais, Ouais. je veux dire, dans la mesure où c'est contextuel, enfin, le non-verbal est aussi lié au contexte. On est d'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même. Est-ce que c'est pas plus difficile à faire sur un inconnu, à la limite, quelqu'un qu'on croise dans la rue comme ça, on n'a pas le contexte. Donc, est-ce que c'est peut-être un peu plus difficile pour intervenir, non? Ou pour interpréter? Justement, justement, mes deux éléments de réponse sont liés à ça. En deux points, très rapides, là. Premièrement, c'est pas parce que vous allez être plus apte
à comprendre les gens sans qu'il y ait nécessairement de verbalisation que vous allez devoir porter la cape du sauveur tout le temps. Donc, c'est pas parce que vous êtes plus agile qu'avant que vous allez avoir la responsabilité qui vient avec de sauver tout le monde sur la planète que vous croisez. Donc, il faut vraiment distinguer ça, là. Déjà, vous allez avoir des gains sur le plan professionnel pour les gens qui viennent vous voir et sur le plan personnel pour les gens qui vous connaissent. Vous n'avez pas à intervenir avec des inconnus sous prétexte que vous êtes mieux que les autres pour repérer leur mal-être. Si vous voulez le faire, ça vous appartient, mais vous n'avez pas cette responsabilité-là. Donc, il faut être conscient de ça, premièrement. Il ne faut pas que ça devienne une lourdeur ou que ce soit un gain. Ça, c'est le premier élément de réponse. Et mon deuxième, c'est que vous allez voir dans le 5 jours je répète, c'est une immersion dans le langage non verbal. Vous allez avoir un paquet d'éléments de réponse qui vont vous aiguiller sur la profondeur, la solidité de la relation que vous créez avec les gens. Donc, peu importe qui, peu importe quand, peu importe le contexte, vous allez pouvoir concevoir si vous êtes près d'une personne ou moins près ou pas près du tout. Puis, évidemment, pour aborder des sujets qui sont un petit peu plus profonds, ben, s'il n'y a pas du tout de relation, pas de confiance, puis vous voyez même de la vigilance chez les gens, ben, ce n'est pas du tout le moment d'aborder quoi que ce soit. Donc, il y a déjà des éléments de réponse très, très faciles là. On voit quand les gens parce qu'en fait, pour que les gens nous fassent confiance, de toute manière, c'est ce que j'enseigne aussi, comment instaurer un climat de confiance. Mais pour que les gens nous donnent des informations, nous fassent des confidences, il faut instaurer un climat de confiance. C'est nécessaire. Et ce climat de confiance-là, bien, on peut voir quand les gens en sortent et comment les faire rentrer. C'est ce qu'on voit aussi dans le 5 jours, là. Il y a des réponses vraiment dans la formation. Puis en fait, là, on touche à ce que Nicolas disait ce matin, ce matin, parce que là, ça fait longtemps quand même, avec la théorie de la relation et ce qu'il appelait le triangle, les dynamiques relationnelles. Donc, c'est à travers ça qu'on apprend quand est-ce qu'un individu sort de la zone de confiance, si on veut, quand est-ce qu'on n'aura plus d'informations de cette personne-là et comment faire pour la ramener dans cet espace-là, toujours en passant par le non-verbal. Donc, en fait, tout ce qu'on dit depuis une dizaine de minutes tourne alentour de ça. J'avais une dernière question. Donc, ça veut dire que ça marche à la limite avec un inconnu dont on ne connaît pas forcément le contexte. Oui. On est d'accord. Ouais. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et puis, puis je te laisse la parole après, Christelle. Il y a tellement de nuances là, dans la formation qu'on comprend aussi que, de toute manière, il faut toujours avoir au moins 5 dans notre tête qui se dit ça se peut que j'ai tort dans ma théorie. Donc, moi, j'ai appris que ça, la plupart du temps, ça veut dire ça. Peut-être que j'ai tort pour des raisons que j'ignore. Moi-même, aujourd'hui, des fois, je vois des gens, puis il y a des raisons qui passent complètement sous le radar. J'ai aucune idée pourquoi les gens font ça. Des fois, quand j'apprends la raison sur le tard, je fais oh mon Dieu, j'aurais jamais pu me douter de ça. Donc, ça, c'est important, mais il faut être investi de ce 5 d'erreur-là tout le temps. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, voilà. Donc, quand on intervient avec les gens, il faut comprendre que de toute manière, avant d'avoir cette formation-là, on fonctionne juste sur un mode intuitif, donc on est toujours un peu sur le pile ou face. Donc, j'ai l'impression que tel truc, je vais faire tel truc. On marche au feeling. C'est comme ça qu'on fonctionne avec le mode intuitif. Donc, vous allez gagner en compétences. Donc, même si des fois, ça ne fonctionne pas parfaitement, on s'en fout. Les 9 autres fois sur 10 que vous allez intervenir, ça va avoir mieux fonctionné qu'avant d'avoir cette formation-là. Donc, on n'a pas non plus on n'a pas à avoir la cape du sauveur, puis on n'a pas non plus à porter le costume de l'invincibilité à travers ça, là. Juste avant Christelle, excuse-moi, c'est drôle parce qu'on peut avoir la peau qui pique parce qu'on a trop d'histamine dans le système. Puis c'est intéressant quand on avait filmé la formation, on avait essayé parce que moi je suis spécialisé en neurologie, donc les positions de tête, les dominances des yeux, des oreilles. On avait challengé un peu mes théories là-dessus avec les théories de synergologie pour voir est-ce que la personne, ben, il y a un œil qui est dominant, qui n'est pas dominant, est-ce qu'il y a une surdité d'une oreille qui fait que la tête tourne un peu plus. Donc, c'est vraiment intéressant de procéder en entonnoir ensuite en fonction de nos connaissances. Finalement, on réalise, ah ben là, il y a une lésion du tympan, c'est sûr qu'il va tout le temps tourner la tête plus d'un côté que de l'autre. Ça ne veut pas nécessairement dire que, ah là, je t'écoute beaucoup, je mets en doute ce que tu dis. Il y a des contextes, puis pour ça, ces informations-là, on les a pas toujours. On les a encore moins avec un étranger. Hein? Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis Manuel, ben, si on lui demande, c'est arrivé dans la politique ou peu importe pendant le COVID, que les gens ils m'envoyaient des vidéos. Est-ce que ce politicien-là dit des choses vraies ou pas vraies? Ben, il dit c'est très long à analyser une vidéo parce que tu recules, tu revois, tu réécoutes, tu vois tout le contexte de tous les petits signes qui ça. Puis c'est quand même c'est pas un livre ouvert que tu lis à 100% du temps parce que pendant que toi tu guettes des signes dans le corps de la personne, ton attention elle oublie autre chose aussi. Tu peux pas voir 20 choses en même temps non plus.
Fait que, j'aime bien Manuel appelle ça des chevreuils. Ça veut dire quelque chose comme un cerf qui arrive là, dans la rue la nuit. Là, ouf, là tu le vois. Wow, attends. Il y a des choses qui nous sautent aux yeux un petit peu plus. Puis je pense que c'est ça les trucs les plus importants. Bref, je sais pas si je peux laisser parler. Moi, j'ai pas quelque chose à rajouter. J'avais juste une dernière question. Enfin, une dernière, je sais pas, mais en tout cas, une autre question, c'est que là, vous êtes tous dans un état d'esprit très positif, comme on est supposé l'être, en fait, quand on a envie de faire ces développements et ces analyses. Mais je me dis, est-ce que ça peut pas être une faille, par exemple, pour des personnes qui, justement, voudraient avoir encore plus de contrôle sur les autres personnes, donc aimeraient justement faire une analyse plus profonde de la personne ou des personnes avec qui il est pour pouvoir avoir encore plus cet hyper contrôle qu'il souhaite avoir sur les autres. Donc, il y a l'esprit positif dans lequel on fait cette démarche en fait d'apprentissage et il peut y avoir toujours cette dérive en fait du pourquoi on le fait et est-ce qu'on le fait pas simplement par égocentrisme pour justement augmenter son contrôle sur l'autre. C'est une belle question. Euh, La beauté de la chose, là, c'est que ce que j'enseigne, ça ne peut pas servir pour manipuler. J'aime bien voir ça comme la fable de Merlin l'Enchanteur, là, où il y a bref, je saute cette analogie-là. Mais donc, on ne peut pas vraiment s'en servir pour manipuler, pour la simple raison que les gens qui sont mal intentionnés, soit c'est des gens qui sont vraiment mauvais avec le langage corporel, puis qui comprennent rien là-dedans, puis que de toute manière, ils ne sont pas capables d'opérer ça. C'est beaucoup trop technique pour être capable de l'opérer. En fait, il faut déjà avoir une base d'intelligence émotionnelle et une intuition qui est relativement bonne pour pouvoir opérer ces petits trucs-là. Donc, il faut déjà performer légèrement avec les gens avant d'entrer dans ces micro-détails-là. Parce que quelqu'un qui est très, très, très mauvais, qui tombe dans ces trucs-là, il ne saura pas si, par exemple, j'apporte la nuance que ça, tel truc, ça veut dire 9 à 10, 9 à 8 à 9 fois sur 10, ça veut dire tel truc. Bien, la personne va me répondre un truc comme OK, mais c'est quand la 10e fois que ça ne fonctionne pas, comment je peux le savoir? Puis ça, c'est des réponses, des questions qui n'ont pas de réponse. Donc, toutes ces nuances-là fait que quelqu'un qui est mauvais avec le langage corporel ne pourra pas l'utiliser. Ça, c'est premièrement. Donc, quelqu'un qui est mal intentionné là-dedans ne sera pas capable de s'en servir. Et sinon, il y a ce qui est beaucoup plus fréquent, les gens qui sont mal intentionnés. Par exemple, si on parle à un manipulateur chronique. Les manipulateurs chroniques excellent déjà avec leur technique de manipulation de façon très intuitive. Ils n'ont pas pris de cours, ils n'ont pas pris de cours de psychologie, ils n'ont pas besoin de ça parce que intrinsèquement, ils sont capables de jongler avec les émotions des gens, leur comportement et d'avoir des hyper-adaptations à la microseconde. Imaginez-vous, là, ils sont déjà dans une hyper-performance et ils sont bons, les gens qui sont manipulateurs chroniques. Imaginez-vous comment ça les désintéresse, ce truc-là. Ils sont déjà hyper-performants dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc, ça ferait juste les abaisser dans leur performance parce que ils sont déjà dans une hyper-excellence. Puis là, ils tomberaient dans des trucs de Ah, j'ai vu tel truc, il faut que je fasse tel truc, il faut que je demande tel truc. Ça deviendrait, en fait, ce serait moins rapide que l'intuition. Ça deviendrait une roue un bâton dans leur roue, finalement, selon moi. Donc, c'est pour ça que je dis que si on est noble, on peut vraiment se servir de ça de façon facile. Si on est mal intentionné, c'est trop compliqué. De toute manière, les gens qui sont mal intentionnés, tout est toujours trop long, trop compliqué. Eux, ils veulent arriver à leur fin rapidement. Ils veulent avoir des gains dans leur poche vite, vite, vite. Donc, ce pas des gens qui vont être intéressés par une hyper compréhension d'un sujet très, très, très pointu, puis à mettre ça en application, c'est trop ardu pour ces gens-là. Et vous arrivez à les déceler, ces genres de personnes, en fait? Moi, je pense que oui, parce que j'ai eu affaire à 3 manipulateurs chroniques dans ma vie, mais je les ai démasqués après coup. Ça m'a coûté cher. C'était avant de faire ce que j'ai fait sur le non-verbal. Mais aujourd'hui, quand je regarde ce genre de personnes-là aller, j'ai des indices. Mais j'ai des indices pas uniquement sur le non-verbal, dans toutes aussi les autres sphères qui est la psychologie, l'anthropologie, la sociologie que j'ai étudié aussi, qui me donnent des éléments de réponse. Donc, je pense y arriver relativement très bien. Est-ce que je suis infaillible? Je pense pas non plus, mais j'ai beaucoup plus d'indices. Ce qui est intéressant parce qu'il y a des personnes qui sont qui manipulent les autres beaucoup, mais en fait, s'ils font une formation là-dedans après, puis sont capables de nommer des termes techniques sur
Ah, dans mon formation, j'ai vu que dans ton non-verbal en ce moment, ça veut dire ça. Ils se tirent dans le pied parce qu'ils sont en train de montrer qu'en plus, ils ont été formés pour analyser le non-verbal. Fait que c'est c'est pas cohérent. Mais ça me rappelle, je ne vais pas dire de nom, mais il y a déjà une personne qui avait fait des formations de manuel, qui a un peu essayé d'utiliser le matériel pour forcer les ventes un peu des gens, quoi. Donc, évidemment, des vendeurs, c'est des vendeurs. Puis il voulait optimiser avec le matériel sa capacité à vendre un peu aux gens puis s'adapter. Mais je pense pas que ça a fait quelque chose de fabuleux sur le long terme, cette histoire avec cette personne. Parce que chez nous, on a un proverbe qu'on dit le détecteur de bullshit des gens est assez élevé. À un moment donné, on se rend compte que tout le monde essaie de s'arnaquer, puis à un moment donné, nos petites antennes nous disent je suis pas très bien en ce moment là. Il y a un truc qui va pas. Puis, tu sais, dans de la communication personnelle, on est Ouais. capable, des fois, on met moins de limites, mais quand s'il y a une transaction financière qui vient en jeu, notre détecteur devient très, très, très efficace parce que justement, on se dit, ben là, j'ai pas juste du temps à perdre, j'ai de l'argent à perdre. Donc, Le on truc, peut c'est mettre quelques que limites. même si ces gens-là deviennent bons interprètes, admettons, meilleurs interprètes et qui sont capables de s'adapter de façon technique. Donc, j'ai vu tel truc chez mon client potentiel, par exemple. Je vais adapter mon discours, puis je vais dire ce que la personne a besoin d'entendre. Le truc, c'est que si cette personne-là a une intention quelconque, qui est par exemple d'avoir de l'argent dans ses poches puis de la prendre dans votre portefeuille, ben vous allez le sentir parce que son langage corporel, à lui, va vous envoyer des signaux dans la non-écoute, vous n'aurez pas confiance en cette personne-là. Donc, vous allez avoir un paquet d'indicateurs sur son intention à cause de son langage corporel. Donc, même si quelqu'un essayait de s'en servir, il ne pourra pas de toute manière contrôler ce que son corps manifeste par rapport à son attitude. Donc, tu sais, ces gens-là, est-ce qu'ils ont un réel gain? J'en doute fort. Moi, j'ai fini mes questions dérangeantes. Ben, limite, nous, ça nous donne, ben, c'est pas dérangeant, en fait, c'est pertinent. Ben, nous, ça nous donne un outil, en fait, pour voir plus facilement les gens qui voudraient nous manipuler, en fait. Je pense que c'est plus là l'intérêt que de se dire, ah, j'ai cet outil-là, puis pour faire du mal aux gens. C'est plutôt, ben, je me fais moins mal parce que je suis capable de mieux voir la mécanique, en fait. On parlait tantôt du triangle de dominance, là. Ça l'aide beaucoup, ça, ensuite, à voir, bon, est-ce que je suis dans... Parce que dès que tu as 3 personnes dans une pièce, tu es dans un triangle. Là, ça t'aide à savoir t'es où dans le triangle. Là. Tantôt, là, je voulais rebondir sur un truc là, par rapport à la suranalyse puis à comment opérer ça. Il y a quelque chose sur lequel j'insiste énormément dans ces 5 jours de formation-là, c'est sur le moment auquel le geste ou la posture est adoptée. C'est ça qui compte le plus. Donc oui, on a l'interprétation du geste, mais à quel moment ça arrive? Par exemple, si je vous dis que ça ici, ça représente le rejet à peu près 9 fois sur 10. Rejet de quoi? On ne le sait pas, mais il y a quelque chose que la personne rejette probablement. Fort probablement. Donc, déjà, on a un 5 dans notre tête qui se dit, OK, peut-être que je n'ai pas raison. Ensuite, il faut que j'aille vérifier qu'est-ce qui dérange la personne. Mais là, vous allez devenir agile. C'est facile parce qu'en fait, imaginez-vous que vous parlez avec un client potentiel. Ça va bien, ça fait 10-15 minutes que ça va hyper bien. La personne semble hyper intéressée. Elle vous demande vos tarifs, vous nommez vos tarifs, puis la personne fait ça. Le petit signe de rejet. Exactement au moment où vous avez nommé votre tarif. Bien là, on peut se dire, OK, là, ça fait 15 minutes que je l'ai dans le visage, elle ne m'a pas fait ce signal-là. J'ai vu aucun autre signal de malaise ou de dérangement. Puis là, quand je nomme mes tarifs, il y a un signal qui est relié au rejet la plupart du temps. Bien là, mon intelligence me dit que probablement que mes tarifs l'ont surpris. Donc là, vous pouvez vous adapter. Vous n'êtes pas obligé de poser une question, hein. Vous pouvez tout simplement lui dire que vous avez un forfait moins cher, lui dire qu'il y a des plans de versement de possibles ou lui expliquer pourquoi chez vous, c'est ce coût-là parce qu'il y a de la valeur que vos compétiteurs n'ont pas. Donc, vos solutions vous appartiennent à vous. Mais tu sais, vous comprenez le moment auquel un mouvement est fait, c'est hyper important. Ce n'est pas le seul élément de réponse, mais c'est un gros facteur à considérer. À quel moment est-ce que les gens font tel truc ou tel truc? Cédric Brandly, quand tu as dit tes tarifs, après, il est parti. Là, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que c'est les prix qui ont choqué ou c'est juste question de timing? Je vais aller valider avec lui. Bon, moi, j'ai vu qu'il y a eu une réaction. C'était pas un chevreuil en synergo, mais il a quitté la salle. Donc, donc, Bon, après, moi, ma dernière question aussi, c'est de se dire, est-ce qu'il y aura un autre endroit que Saint-Denis parce que c'est quand même loin? Et voilà, est-ce que non? Donc après, il faut aller au Canada, c'est ça? Et C'est pas est-ce mal qu'elle à est en suivre. ligne également? Moi aussi, j'ai la question, parce que j'ai 5 jours. Pour moi,
c'est beaucoup, il y a le prix, mais il y a aussi le travail que je fournis par journée. Et du coup, est-ce qu'il y a ça en ligne pour que je puisse la faire le soir, quoi? Oui, on est hyper conscient, en fait, on est hyper conscient que c'est dérangeant, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est juste qu'on part d'une formule unique où, moi, il y a il y a 7 Français, 7 personnes qui résident en France qui sont venus en 6 ans. Donc, ils ont fait un voyage intercontinental pour venir se taper les formations et qui sont partis. C'est des gens qui sont restés plusieurs mois parce que chez nous, c'est 2 jours, un mois, 2 jours, un mois, les 2 derniers jours. Ça se fait sur 6 jours, mais en fait sur 2 mois au complet. Donc, en partant, on évite le déplacement intercontinental, ce qui est un gros, gros, gros frein pour les gens qui sont en France. Et l'autre chose qu'on évite aussi, c'est d'étirer ça sur 2 mois. Donc, on fait un condensé. C'est 2 immenses freins qui sont abaissés. Après, on ne peut pas aller plus loin parce que je ne pense pas faire j'envisage pas du tout revenir. Donc, on a essayé de trouver une localisation qui est relativement centrale de ce que la plupart des gens souhaitent, mais là, il va toujours avoir des gens loin et des gens près. Puis moi, chez nous, au Québec, moi, je suis habitué à ce que les gens fassent des 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures, 10 heures de route pour venir se taper un 2 jours. Ils s'en retournent chez eux. Le mois d'après, ils se retapent un 10 heures de route, aller-retour, j'entends, donc 20 heures de route. Donc, tu sais, pour nous, c'est déjà 2 gros freins qu'on enlève. Après, il y a toujours la possibilité des formations en ligne, par contre. Mais c'est la seule autre option. Parce que c'est beau la Suisse, hein, pour faire des formations. C'est plus loin de Ouais, Nantes. c'est beau la Thaïlande, c'est beau Mexique, c'est beau partout, en fait. Ben, le problème, c'est que les C'est ça. gens, ils bougent Mais chez pas. moi, il y a la Ils mer bougent et pas. la plage. Ben, c'est ça, les gens attendent qu'on vienne chez eux directement, mais il y a 3 personnes ensuite. Donc, ça prend un endroit qui a plus de population qui C'est est vrai. central. La Suisse, c'est horrible de donner des formations là-bas. Je l'ai fait. On est passé des groupes de 18 personnes à 10, puis maintenant, on a de la difficulté à avoir 4 personnes des fois, parce que, voilà, pour des raisons X. C'est un petit noyau, puis il y en a qui changent de branche, puis le noyau grossit très difficilement en Suisse. Évidemment, si vous avez, vous dites, je veux monter un groupe de 15-20 personnes, ça va nous faire plaisir. Mais pour l'instant, c'est nous qui doit faire le travail. Puis le démarchage en Suisse est extrêmement complexe à cause que c'est multilingue. Puis les gens bougent pas ou sont occupés pour des raisons X. Ouais, à chaque fois, c'est très, 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 très compliqué. Même moi, je commence à plus enseigner en Suisse parce que ça me décourage au fil du temps. Ça fait 7 ans, j'enseigne là-bas, 6 ans. J'adore ça, mais voilà, c'est trop compliqué, trop prenant et trop dispendieux. Est-ce que, tu sais, ce que je vais dire là, s'il n'y a pas de condescendance, pas de jugement là-dedans, c'est un constat. Ça fait 6 ans que je suis dans le milieu des formations de façon exclusive. Je ne fais rien d'autre de ma vie. Puis je trempe aussi dans un milieu où il y a plein d'autres formateurs. Et puis, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toujours 2 types de clients, hein, ou clients potentiels. Tout le temps 2 types. Les clients qui vont faire n'importe quoi pour assister aux formations, comme par exemple des gens qui font un voyage outre-mer puis qui font le truc 3 fois, puis ça leur coûte je ne sais pas combien de dizaines de milliers de trucs là. Là, on se dit, OK, ces gens-là sont vraiment, vraiment motivés. On comprend qu'on est dans une extrême quand même. Puis on a d'autres personnes où, des fois, nos formations ici au Québec, des fois, les gens sont à 45 minutes puis ils trouvent ça trop loin. Puis là, je me dis, ben là, je ne fais pas ma formation dans tous les codes postales qui existent. Là, tu sais, c'est aberrant, ce truc-là. 45 minutes, c'est rien, tu sais. Donc, on a vraiment comme 2 extrêmes. C'est facile un peu de classer les gens. Puis, en fait, c'est le niveau de motivation. C'est ça qui détermine. Moi, je me dis, si les gens viennent pas aux formations, c'est qu'ils n'ont peut-être pas saisi l'intérêt pour eux de faire ces formations-là. Puis ça, c'est soit un problème de marketing de ma part ou un manque d'intérêt tout simplement du sujet de l'autre personne. Puis ça, c'est pour ça que quand je dis on enlève les 2 freins qui sont on se déplace en France, puis en plus, on fait un condensé. Puis là, en plus, il y a une tarification qui est pré-vente. On ne peut pas vraiment aller plus loin que ça dans la facilitation, là. Et le fait de les grouper, ça dénature pas la formation parce qu'il y a quand même une partie d'appropriation, j'imagine. C'est pour ça que vous les faites en plusieurs sessions, non? J'ai mal compris, Thierry, le début. Le fait de grouper sur 5 jours, est-ce que c'est pas handicapant pour intégrer la formation plutôt que faire 2 jours, 2 jours, 2 jours? Tout à fait. Pédagogiquement parlant, moi, je préfère espacer ça de 4 semaines. 4 semaines, c'est parfait, en fait, Ouais. pour les gens, pour l'intégration de la pratique. Mais là, on n'avait pas vraiment le choix parce que de toute manière, si c'est moi qui faisais le voyage, moi, ça me coûte Oui, excessivement cher. j'entends Puis bien. pendant ce temps-là, je ne travaille pas, puis il y a J'entends le bien. Ouais. voyagement. Donc, j'aurais Ouais. dû charger beaucoup plus cher J'entends par bien. tête de pipe pour les gens. Puis en plus, l'autre problème qu'on rencontre, c'est que quand on fait des trucs en différé comme ça, c'est que ça fait vraiment un entonnoir comme dans n'importe quoi dans la vie. Donc, on a 15 personnes au début,
On a 7 personnes au deuxième truc, puis on en a 2 à la fin. Donc là, ça devient intéressant pour personne. C'est pas bon pour les gens qui se sont inscrits au début et qui pensaient faire la course au complet. Puis c'est pas bon non plus pour les gens qui ont calculé un modèle d'affaires pour que ce soit rentable. Puis au bout de la ligne, Ouais, non, c'est mais nous c'est qui avons sûr. payé Oui. pour former les gens. Ça fait combien de temps, Manuel, tu me dis que tu ne viendras jamais en Europe? Ben, à toi, probablement 4 ans. Moi, ça fait 6 ans que je refuse. Depuis le début, en fait. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment exceptionnel. Pas de pression, mais oui. Ça a été une négociation avec Manuel assez intense pour qu'on l'aille à Paris en ce moment. Donc, voilà. On l'aura pas à Bordeaux, on l'aura pas à Nantes, on l'aura pas en Suisse pour l'instant et encore moins en Thaïlande. Mais voilà. Donc, moi, je vous dis Tu ce sais, que je peux dire, je ça a changé terminerai, ma vie. Et voilà. je terminerai en disant, tu sais, c'est une formation qui dure 5 jours, qui est relativement abordable aussi, même s'il y a des petites contraintes là, d'horaire alentour de ça. Mais c'est une formation dans laquelle vous allez investir un 5 jours et quelques dollars qui, en fait, va vous permettre d'accéder à des informations auxquelles personne d'autre a accès tout le reste de votre vie, chez tous les individus qui vous entourent. Combien ça coûte, ça? Combien ça vaut? Moi, je ne suis pas capable de mettre de prix là-dessus. Moi, je ne retournerai pas en arrière. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie de me former là-dedans. Puis là, en plus, vous avez un truc qui est vraiment plus pragmatique et concis que moi, j'ai fait, là. Mm. Mais c'est ça, c'est Donc, la transformationnel, question, en fait. Moi, j'ai fait, ça fait 15 ans que j'étudie, j'ai fait un doctorat en médecine intégrative, etc. Mais il faut que je traite quelqu'un avec mes deux mains pour qu'il prenne rendez-vous. Mais puis il faut qu'il me paye mes frais. Mais ça, je peux parler avec ma conjointe, je peux aller à l'épicerie, je peux aller n'importe où. Puis c'est un outil qui me sert tout le temps sans que je bloque une plage dans mon cabinet. Là. C'est quand même intéressant. Là. Ouais. Youp. sur ça, Alors voilà. c'était des belles questions, des belles petites objections. Puis c'était intéressant quand même de les traiter. Puis là, je ne voudrais pas non plus qu'on tombe dans des frictions de vente, puis c'est pas notre truc du tout, là. Donc, si vous êtes intéressé, nous, c'est sûr que ça va nous faire un grand plaisir de vous recevoir en classe. Moi, je continue de dire après 6 ans que même si j'étais multimilliardaire, je continuerai à faire à tous les jours ce que je fais là. Puis je chargerai le même prix pour qualifier les gens parce que je me dis, si je fais ça gratuit, les gens, il y a des gens qui ne sont pas vraiment intéressés qui vont y assister, mais en chargeant le même prix, ce que je ferais, c'est que je remettrais 100% des profits aux organismes, au choix de la personne. C'est vraiment ce que je ferais si je gagnais plusieurs millions. Encore faut-il que Mm. j'achète des billets. Mais voilà, ça pour dire que moi, ça va me faire très plaisir si vous venez me voir en classe et vous avez envie de vous outiller sur le sujet. Mm. Ouais. C'est bon. Si vous connaissez, vous savez, le site d'achat, c'est quoi? C'est Academia Numera. Donc, neura.com. La section formation en présentiel dans les onglets. Alors voilà, comme je l'avais dit, c'est jusqu'au 1er juillet qu'il y a en ce moment le tarif de prévente. Donc, les différents modes de paiement. On a essayé de vraiment rendre ça arrangeable pour tout le monde. Donc, nous, plus vite qu'on sait combien qu'on a de personnes, plus vite on peut avoir l'endroit précis parce qu'il y a des gens qui aiment ça réserver hôtels et autres d'avance. Nous, tant qu'on n'a pas une bonne idée du nombre de personnes qui vont être présentes, c'est un peu difficile à choisir les deux pièces parce que si on est 40, c'est pas la même chose qu'une salle à 10 personnes. Donc, évidemment, puis il faut que Manuel aussi soit capable de rentabiliser son voyage parce que c'est quand même des bonnes dépenses. Nous, avec la richesse du dollar canadien, donc, voilà. Ah, bon, Barbara vient de mettre le lien dans la discussion. Si vous voulez aller voir, le lien est directement là. Donc, voilà. Manuel, si les gens veulent, nous, techniquement, vous pouvez nous contacter concernant une erreur, la formation, etc. On va pouvoir vous aider avec ça. Puis c'est nous qui va vous prendre en charge ensuite pour localisation, les heures, bon, tous les trucs techniques en lien avec la formation. Par contre, Manuel, s'ils ont d'autres questions par rapport au contenu, c'est où qu'ils peuvent te rejoindre? Écoutez, je suis joignable partout sur les réseaux sociaux, là. Je suis sur YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Mais les moyens très faciles, là, c'est LinkedIn, Facebook, je dirais. Sinon, ben, il y a mon email et mon téléphone, mais toutes les coordonnées sont partout de toute manière. Je suis très Parfait. difficile à manquer. Excellent. Bon, Eh ben, ben, Ok, merci. super. Un gros merci. Comment, ouais. Christelle? Pardon? Christelle, j'ai pas entendu ce que vous avez dit.
dis que je remercie infiniment pour cette présentation et toutes ces explications et que c'est vraiment fascinant. Parfait. Bon, ben, grand merci. Bien, OK, d'accord. ben, bonne soirée à tous. Bonne bouffe. Amusez-vous bien. OK, merci Merci. beaucoup. OK, ciao. Peut-être à bientôt. Merci à vous. Bonne soirée.